Voilà. Constance, voilà, je voudrais te poser la question suivante. Quel est l'intérêt d'une formation spécifique à l'hypnose euh, dans les troubles de la sexualité, toi qui es spécialiste là-dedans? Alors, dans les troubles de la sexualité, et là il est important de parler des troubles de la sexualité qui ne sont pas physiologiques et qui ne sont pas post-traumatiques, Tout pour à fait. rester toujours dans notre champ de compétences aux uns et aux autres. L'intérêt de former les praticiens et les thérapeutes à l'hypnose dans ces troubles-là, il est majeur parce que finalement il y a une espèce de pudeur et peut-être d'appréhension de ces troubles, d'une part de la part des patients qui ne savent pas forcément à qui s'adresser, et d'autre part de la part des praticiens ou des thérapeutes qui ne savent pas forcément comment les aborder, de par leur spécificité et de par cet aspect un petit peu tabou qui existe encore. Alors que finalement, il y a des exercices qu'on utilise déjà et qu'on connaît et qu'on peut apprendre à adapter à la situation spécifique de la sexualité et puis en apprendre des nouveaux au cours d'exercices qui, eux, ne vont pas être basés sur la sexualité mais qui pourront être de manière métaphorique, imaginaire, imagée en tout cas, adaptés ensuite auprès de nos patients. Et ces exercices, on va pouvoir s'en resservir dans plusieurs situations liées aux troubles de la sexualité et autres. C'est clair au moins. Et toi qui es spécialiste de neurosciences, où en est la recherche dans la connaissance de ces troubles? Est-ce qu'on a des choses un peu récentes? Parce que c'est un peu, me semble-t-il, des choses anciennes qu'on a jusqu'à présent. Oui, il y a les publications, la plupart des publications, elles ont commencé dans les années 70 et elles Oui. sont étalées sur les années 70-80, quelques publications plus récentes dans les années 90, mais qui restent quand même relativement anciennes quand on parle de recherche scientifique. La difficulté principale étant d'avoir une méthodologie qui tienne la route, avec des statistiques qui pourraient être fiables et qui pourraient du coup donner des résultats exploitables dans notre pratique quotidienne, parce que finalement il n'y a rien de plus personnel que l'image qu'on a de notre propre sexualité, et avoir un protocole d'hypnose qui soit reproductible sur différents patients, on sait tous que c'est quasiment impossible, et c'est de toute façon la problématique qu'on a en règle générale dans la recherche sur l'hypnose, avec cette particularité propre à la sexualité. Donc la plupart des études sont finalement des études de cas où les scientifiques, les chercheurs, les médecins publient des cas avec lesquels ils ont proposé de l'hypnose et pour lesquels ça a fonctionné, avec des propositions de script aussi parfois, et puis certaines comparaisons, mais assez rarement sur un grand nombre de patients, où on a simplement pu constater que si on associe l'hypnose aux thérapies comportementales, cognitivo-comportementales ou à la psychothérapie, ou aux deux à la fois, on aura de meilleurs résultats que ces thérapies prises isolément. Donc l'hypnose apporte de toute façon un plus. D'accord. Donc si je comprends bien, c'est une association, comme pour la C'est ça, sexualité. exactement. C'est un ensemble qui fonctionne mieux à plusieurs. D'accord. Et puis au niveau donc de la recherche, tout est ouvert. Tout est ouvert, tout est à faire et tout est à inventer. Ouais, comme pour l'hypnose aussi. Exactement. Merci beaucoup.